Le son aigu du coup de feu claqua comme un couteau tranchant le paysage paisible, déchirant l'air calme d'une fin d'après-midi automnale dans les environs chics de la banlieue parisienne, où les villas cossues de Summit Ridge, ce quartier exclusif aux allures de Havre bourgeois, avec ses jardins impeccables taillés au cordeau et ses allées bordées d'arbres centenaires, dont les feuilles commençaient à virer au rouge orangé, semblait figé dans une quiétude que l'on associe souvent à ces enclaves de richesse où l'ordre règne en maître, où les soucis du monde extérieur paraissent lointains, presque irrelevants, mais où, en réalité, les tensions sociales couvent sous la surface polie des façades néoclassiques, rappelant ces drames existentialistes chers à notre littérature, où l'absurde irrumpe soudain dans le quotidien pour révéler les failles profondes de la société humaine. Alexandre Dubois, un homme grand et à la peau noire, se figea au milieu de l'asphalte impeccablement noirci, son visage habituellement serein et déterminé maintenant déformé par une douleur et une surprise inimaginables, comme si le monde entier s'était soudain effondré autour de lui, évoquant ces moments camusiens où l'individu confronté à l'absurde mesure l'inanité de son existence. Il fit un pas en arrière, sa main gauche serrant instinctivement son abdomen où sa chemise se gorgeait rapidement d'un rouge sombre, le sang frais commençant à suinter, goûtant et s'étalant sur le pavé propre, tandis que sa main droite tenait encore mollement le téléphone portable qu'il avait sorti de sa poche, ses yeux grands ouverts fixant l'officier de police blanc qui se tenait à quelques pas, comme posant une question muette, une interrogation philosophique sur la justice et le destin, avant que la force ne l'abandonne, le faisant s'effondrer à genoux puis tomber complètement au sol, sans un gémissement, seulement des respirations faibles et saccadées, rappelant ces scènes tragiques des romans de Zola où le sort des opprimés est scellé par les injustices sociales. L'officier Pierre-Laurent resta là, sa Glock 19 encore prête, une petite colonne de fumée s'élevant paresseusement du canon chaud, son visage affichant un mélange étrange. Il y avait encore de la colère, une satisfaction tordue née de l'exercice du pouvoir, mais aussi de la confusion, un choc tardif tandis que son cerveau commençait à traiter l'image de l'homme gisant immobile dans une mare de sang à ses pieds. Il venait de tirer sur un homme. Il savait qu'il était en difficulté, mais en cet instant, il n'avait aucune idée de l'ampleur de l'onde de choc qu'il venait de déclencher, une onde qui, comme dans les récits balsaciens, allait ébranler les strates de la société française, de la banlieue aisée au couloir du pouvoir à Paris. À peine une heure avant la tragédie, la rutilante Lexus E3 150 d'Alexandre Dubois glissait doucement sur l'autoroute en direction d'Ormont. À l'intérieur, l'air conditionné frais contrastant avec la tiède après-midi de fin d'automne dehors, où les rayons du soleil couchant filtraient à travers les nuages épars, peignant le paysage d'une lumière dorée qui évoquait les toiles impressionnistes de Monet, capturant l'essence fugace de la beauté naturelle. Alexandre, âgé de 50 ans, venait de clore une semaine longue et stressante au ministère de la Défense, à Paris, où il occupait le poste de colonel dans l'armée française, un officier supérieur qui avait passé près de 3 décennies au service militaire, une carrière jalonnée de réalisations impressionnantes, de missions ardues à l'étranger, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, où il avait dirigé des opérations de maintien de la paix avec une intelligence aiguisée et une discipline de fer, et de contributions discrètes à la sécurité nationale, respecté par ses pairs pour son leadership naturel, sa capacité à analyser les situations complexes avec une profondeur sartrienne, voyant dans chaque crise non seulement un défi tactique, mais une interrogation sur la liberté humaine et les choix éthiques. Mais ce week-end-là, il n'était pas le colonel Dubois, le stratège impitoyable. Il était simplement Alexandre, le fils dévoué qui se rendait chez sa mère âgée, Marie Dubois, qui vivait seule dans le quartier exclusif de Summit Ridge depuis la mort de son époux, un avocat éminent, quelques années plus tôt. Il avait appelé auparavant, promettant de s'arrêter à sa boulangerie préférée en chemin pour ramasser la tarte aux fraises dont elle parlait toujours avec nostalgie, un petit geste qui le faisait sourire en imaginant sa joie, ce lien filial si cher à la culture française, où la famille reste le pilier de l'identité, même au milieu des tourments modernes. Il mit un disque de jazz classique, les mélodies familières l'aidant à se détendre après le bref vol depuis une base militaire voisine, où il avait atterri en provenance d'une réunion confidentielle. La Lexus vira vers les rues privées de Summit Ridge, un monde à part du tumulte parisien, des manoirs valant des millions d'euros, nichés derrière de vastes jardins méticuleusement entretenus, les rues impeccables et silencieuses, sauf pour l'occasionnel passage d'une voiture de luxe, où la richesse, la privacy et l'ordre étaient presque absolus.
Un microcosme de la bourgeoisie française que Balzac aurait pu dépeindre avec ironie, soulignant les hypocrisies cachées derrière les apparences. Alexandre ralentit, respectant scrupuleusement la limite de vitesse de 40 km, âge connu de tous dans la zone, conduisant avec prudence, conscient de la tranquillité du quartier, sans se douter que sa présence dans cette voiture de luxe avait attiré l'attention de l'officier Pierre Laurent du commissariat d'Ormont, qui patrouillait en fin d'après-midi dans le secteur, un homme blanc d'une quarantaine d'années portant en lui des préjugés raciaux profondément enracinés, bien qu'il les admette rarement en public, des préjugés qui, dans la tradition voltairienne de critique sociale, révèlent les ombres de l'intolérance persistante dans une république qui se veut égalitaire. Pour Laurent, un homme noir au volant d'une voiture chère dans un quartier aisé et majoritairement blanc comme Summit Ridge était un signal d'alarme. Peu importait qui était la personne, ce qu'elle faisait, ou si elle avait une raison légitime d'être là. La couleur de sa peau et la voiture suffisaient à activer son mécanisme de suspicion biaisé, un biais qui, comme l'analysait Bourdieu, est ancré dans les structures sociales et les habitudes culturelles. « Regarde ça », murmura Laurent pour lui-même tandis que la Lexus passait en sens inverse. « Le voilà encore. Il doit être ici pour quelque chose d'illégal, du trafic de drogue ou peut être un cambriolage. Allons vérifier. » Sans hésiter, sans aucune infraction au code de la route, Laurent tourna le volant, fit demi-tour avec son Ford Interceptor et accéléra pour suivre la Lexus, allumant les gyrophares rouges et bleus montés sur le toit, signalant clairement au véhicule devant de s'arrêter. Une procédure qui, dans l'idéal républicain, devrait être guidée par la raison et non par le préjugé. Alexandre Dubois jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant les lumières clignotantes s'approcher, lâcha un petit soupir, une étincelle d'agacement dans sa voix. Il savait qu'il n'avait pas excédé la vitesse ni fait quoi que ce soit d'autre. Peut-être s'agissait-il d'un contrôle aléatoire ou peut-être les plaques d'un autre département avaient intrigué l'officier. Quoi qu'il en soit, il savait ce qu'il devait faire. Avec le calme d'un officier entraîné, il tourna à droite, ralentit et gara la Lexus soigneusement sur le bas-côté, sous l'ombre d'un grand érable dont les feuilles commençaient à prendre une teinte orangée brillante, éteignit le moteur, baissa la vitre du conducteur de seulement quelques centimètres et posa ses mains sur le volant en position digedeuse, la posture standard pour montrer coopération et aucune intention d'agression, attendant que l'officier s'approche, une prudence née de l'expérience, sachant que dans une société où les tensions raciales persistent, malgré les idéaux de fraternité, chaque interaction peut tourner au drame. L'officier Laurent arrêta la voiture de patrouille à quelques mètres derrière la Lexus, une distance de sécurité selon le manuel, mais la manière dont il sortit du véhicule n'avait rien de professionnel. Il claqua la porte, son pas arrogant, la main droite ne s'éloignant jamais de l'étui de son Glock. Il marcha lentement vers la Lexus, ses yeux scrutant la voiture coûteuse avec méfiance et une pointe d'envie non dissimulée, s'arrêtant juste à côté de la vitre du conducteur, se penchant pour regarder à l'intérieur. « Permis et papiers », dit-il d'un ton sec, sa voix tranchante, sans salut, sans mentionner la plaque ou donner une raison pour l'arrêt. Les procédures de base que tout officier doit connaître, une attitude qui trahissait déjà un manquement au code déontologique policier français, inspiré des principes des Lumières. Alexandre Dubois, bien que sentant clairement le manque de respect, répondit avec calme et courtoisie « Bonjour officier, y a-t-il un problème? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Une tentative de dialogue rationnel, comme le prônait Rousseau dans ses écrits sur la société civile. Laurent ne répondit pas directement à la question. Au lieu de cela, il regarda Dubois droit dans les yeux, son regard le jaugeant de haut en bas, s'attardant sur sa tenue élégante mais pas excessivement formelle, un costume sur mesure qui reflétait son statut sans ostentation. « Ce qui se passe, c'est que tu es ici, » dit-il, sa voix prenant un ton défiant et méprisant. « Qu'est-ce que tu fus à Summit Ridge? Ce n'est pas ton endroit. Donne-moi tes papiers vite. » La grossièreté et les accusations infondées de Laurent surprirent et enragèrent Alexandre Dubois. Il avait voyagé à travers le monde, affronté toutes sortes de situations, des zones de conflit aux négociations diplomatiques, mais être traité comme un criminel dans un quartier tranquille de son propre pays, uniquement à cause de la couleur de sa peau, lui semblait inacceptable, un écho des débats sur le racisme systémique que l'on retrouve dans les essais de Fanon sur la décolonisation et l'identité. Cependant, la discipline militaire était gravée dans son sang. Il respira profondément, essayant de rester calme sans laisser ses émotions le dominer, sachant que confronter un officier agité ne ferait qu'empirer les choses, une sagesse tirée des philosophies stoïciennes
que les officiers français étudient souvent. Lentement, il glissa la main dans la boîte à gants devant le siège passager et en sortit un portefeuille en cuir marron contenant des documents parfaitement organisés. « Je vais voir ma mère, officier », expliqua-t-il à nouveau, tentant de garder son calme. « Elle vit par ici, dans une maison sur l'avenue des Oliviers. Voici mon permis de conduire, l'immatriculation et l'assurance. » Il tendit soigneusement les documents à Laurent à travers la vitre. Laurent arracha les papiers des mains de Dubois, son attitude arrogante passant sur le permis. Voyant le nom Alexandre Dubois et l'adresse permanente à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. « Oh, Neuilly !» dit Laurent sarcastiquement en rendant les papiers. « Si loin. Qu'est-ce que tu fais ici à visiter maman? Ça sonne suspect, ou peu. Es-tu venu espionner pour voir quelles maisons sont vulnérables à rapporter à tes amis ?» Il sourit avec dédain, un sourire laid qui trahissait son mépris. Un mépris qui, dans la veine proustienne, révèle les strates psychologiques de la haine refoulée. À cet instant, la limite de tolérance d'Alexandre Dubois fut franchie. Il ne pouvait plus se taire face à de telles insultes et accusations sans fondement. « Officier, » dit-il, sa voix maintenant froide et ferme, sans plus montrer de concession. « Votre attitude et vos paroles sont complètement inacceptables. Vous abusez de votre autorité et agissez de manière non professionnelle et discriminatoire. Je n'ai rien fait de mal. J'exige que cela cesse immédiatement et que vous me laissiez partir. » Le mot de préjugé traversa son esprit. Il se sentit défié par un homme noir qu'il méprisait, son visage rougissant de colère. « Tu oses me donner des ordres? Qui te crois-tu être? Je soupçonne que tu comprends. Sors de cette foutue voiture vite, je veux fouiller pour des drogues ou des armes, » cria-t-il. Sa main droite tapant répétitivement sur la vitre de la Lexus, produisant des bruits menaçants, une escalation qui évoque les tensions décrites dans les romans contemporains français sur la police et les banlieues. Alexandre Dubois regarda droit dans les yeux défiants de Laurent. Réalisant que la situation devenait dangereuse, l'officier avait clairement perdu le contrôle et agissait poussé par un préjugé palpable. Rester dans la voiture serait vu comme non coopératif et pourrait inciter Laurent à briser la vitre ou prendre des actions plus violentes. Il prit une décision rapide, une qu'il croyait désescalader la situation et démontrer sa coopération. Sortir de la voiture et affronter la situation calmement et ouvertement, peu être que être dehors, face à des témoins potentiels, forcerait l'officier à se contenir davantage, une stratégie rationnelle inspirée de sa formation militaire. Il respira profondément pour se calmer, éteignit la voiture avec calme et détacha sa ceinture de sécurité, ouvrit la porte lentement et sortit, se tenant droit à côté de sa brillante Lexus, face à l'officier Laurent, regardant droit dans ses yeux, maintenant un regard ferme. « Très bien, officier, je suis sorti de la voiture comme vous l'avez demandé. Maintenant, que désirez-vous » La sortie tranquille et digne d'Alexandre Dubois de la voiture n'apaisa pas l'officier Laurent comme espéré. Au contraire, elle sembla attiser son agression. Il se sentit supérieur maintenant que la personne était hors de l'espace protecteur de la voiture. Il fit un pas en avant, presque envahissant l'espace personnel de Dubois, continuant les insultes, sa voix pleine de mépris et de haine. « Je veux que tu dégages de ce quartier tout de suite. Tu m'entends? Tu n'appartiens pas ici. C'est un quartier pour des gens décents, blancs, pas pour des sales comme toi. » Un racisme flagrant et incontrôlé qui fit enfin réaliser à Alexandre Dubois que toute tentative de raisonner avec cet homme était futile. Les actions de Laurent allaient au-delà d'un simple manquement professionnel. C'était un abus de pouvoir alimenté par une haine profonde et enracinée. Une haine que l'on pourrait analyser à travers le prisme foucaldien du pouvoir et de la surveillance dans la société moderne. Il ne pouvait laisser cela impuni. Il devait documenter l'incident, le rapporter aux supérieurs de Laurent, protéger ses droits civiques dans cette république qui se targue de liberté, égalité, fraternité. Il regarda Laurent droit dans les yeux, sa voix ferme et froide, ne cherchant plus à cacher son indignation juste. « Officier, votre comportement est illégal et inacceptable. Je ne tolérerai pas cette insulte. Je vais enregistrer toute cette conversation comme preuve et appeler mon avocat tout de suite. » Avec cela, Alexandre Dubois glissa la main à l'intérieur de sa veste de sport vers la poche intérieure où il gardait son portable, un geste complètement naturel et calme, rien de brusque ni menaçant, simplement pour sortir son téléphone et faire ce qu'il venait de dire. Mais pour l'officier Pierre Laurent, consumé par la rage et les délires du préjugé, l'action fut interprétée de la pire manière possible, un malentendu tragique qui rappelle les absurdités existentialistes où un geste innocent mène à la catastrophe. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Laurent. Sa voix brisée par l'excitation et peu
être une peur maladive de sa propre imagination. Tu sors une arme? Halte! Halte! En un clin d'œil, avant qu'Alexandre Dubois ne puisse même sortir le téléphone de sa poche, avant qu'il ne puisse réagir à la réaction frénétique de l'officier, Laurent agit avec une rapidité mortelle. Il n'essaya même pas de vérifier ce qu'il y avait dans la poche de Dubois, ne donna aucune des avertissements requis par la procédure, ses réflexes distordus par la haine et le pouvoir prenant le dessus. Il dégaina son Glock 19 de sa ceinture, le pointa sur Alexandre Dubois et, sans hésiter, pressa la détente. Bang! La balle de 9 mm jaillit du canon à une vitesse terrifiante, atteignant Alexandre Dubois à l'abdomen à seulement quelques mètres. L'impact si fort qu'il le fit chanceler en arrière, son dos heurtant le flanc de la Lexus, son visage empli d'une surprise absolue, ses yeux grands ouverts fixant le policier avec incrédulité, la douleur insupportable traversant son corps avec furie, il s'accrocha à la blessure sanglante, essayant de rester debout. Mais ses jambes ne lui obéissaient plus, il tomba à genoux, puis s'effondra complètement sur l'asphalte chaud sous le soleil couchant, le portable noir volant de sa main droite qui le tenait faiblement, atterrissant près de la mare de sang qui commençait à s'étendre sur le pavé impeccable, son dernier souffle sortant faiblement avant de s'arrêter. Le colonel Alexandre Dubois, un officier militaire distingué, un fils dévoué, mourut injustement, indigné, dans les rues du même pays qu'il avait juré de protéger, une mort qui évoque les tragédies grecques adaptées à l'ère moderne, où le hubris du pouvoir mène à la nemsis. L'officier Pierre Laurent resta là, l'arme encore pointée, le canon fumant faiblement, regardant le corps immobile au sol, puis l'arme dans sa main, la satisfaction tordue disparut instantanément, remplacée par le vide et une sensation froide s'emparant de tout son être. Il savait qu'il était allé trop loin, qu'il devrait affronter les conséquences, mais en cet instant, dans son esprit biaisé, il ne parvenait pas encore à comprendre que sa victime n'était pas un inconnu et que les répercussions seraient bien pires qu'il ne l'imaginait. Le son d'un seul coup de feu brisa le silence des résidences de Summit Ridge, résonnant entre les murs de pierre et les grands jardins, un son dissonant et violent. Dans les maisons le long de la rue, avec leurs volets soigneusement relevés, des visages curieux, inquiets et effrayés apparurent aux fenêtres, parmi eux, Madame Leclerc, une voisine âgée, veuve d'un ancien diplomate, qui observait la scène de son salon, son cœur battant la chamade alors qu'elle voyait l'homme s'effondrer, un témoignage oculaire qui allait changer le cours des événements. Car, dans la tradition judiciaire française, les témoins sont les piliers de la vérité. En moins d'une minute, au moins deux, puis 3 appels au 17 furent passés presque simultanément, rapportant des coups de feu et la présence d'un homme gisant dans la rue près d'une Lexus noire, avec une voiture de police garée à proximité. Pierre Laurent, après quelques secondes de choc initial, commença à agir par instinct, l'instinct d'un homme cherchant à se couvrir et à se protéger, ses mains tremblant tandis qu'il portait la radio à sa bouche, essayant de sonner calme et professionnel, mais ne pouvant cacher totalement sa panique. 712 centrale, ici Sept Âme 2, rapportant coup de feu, ma position est l'intersection de l'avenue des Érables et Summit Drive. Il y a un sujet. Le sujet agissait de manière hostile, non compliant aux ordres, il a sorti ce qui semble être une arme de sa veste. J'ai été forcé de tirer en légitime défense. Je demande ambulance et renfort niveau 3 immédiatement. Je répète, ambulance et renfort. Il termina l'appel, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, regardant le corps et le portable noir gisant près de la mare de sang. Il devait rapidement créer une histoire convaincante dans son esprit. Oui, cet homme était suspect, il avait résisté aux ordres, sorti ce qui ressemblait à une pistola, et lui, l'officier Laurent, avait agi selon la procédure pour protéger sa propre vie, se convainquant malgré une petite partie de son esprit criant que c'était un mensonge éhonté. Pendant ce temps, Madame Leclerc, encore sous le choc, composa le numéro d'urgence depuis son fixe, décrivant la scène avec précision. J'ai vu tout. L'officier a crié des insultes, l'homme sortait juste son téléphone, il n'était pas armé, c'est affreux, envoyer de l'aide, un témoignage qui, comme dans les affaires judiciaires célèbres en France, allait peser lourd dans la balance de la justice. En moins de 5 minutes, les sirènes commencèrent à hurler de différentes directions, s'approchant rapidement tandis que 2 patrouilles et une ambulance des pompiers d'Ormont arrivaient sur les lieux, leurs lumières rouges et bleues, illuminant la rue qui commençait à s'estomper dans le crépuscule, les officiers nouvellement arrivés sortant prudemment de leur véhicule, armes prêtes, scannant la scène, se trouvant face à une vue terrifiante. Un homme de grande stature, noir, gisant immobile dans une mare de sang croissante sur le pavé,
près d'une Lexus de luxe. À quelques mètres, leur collègue, l'officier Pierre Laurent, adossé à sa patrouille, le visage pâle et respirant rapidement, essayant de paraître calme, mais avec les mains encore tremblantes. « Putain Pierre, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le sergent Alain Ramirez, commandant de quart et supérieur immédiat de Laurent, fut le premier à s'approcher, sa voix pleine d'urgence et d'inquiétude, un vétéran de l'armée qui avait servi en opérations extérieures, connaissant les horreurs de la violence. « Il s'est résisté », balbutia Laurent, répétant l'histoire qu'il avait préparée dans son esprit. « Je l'ai arrêté pour comportement suspect. Je lui ai demandé de descendre. Il a refusé et a sorti quelque chose de sa veste. Ça ressemblait à une petite arme. Je n'avais pas le choix. Je devais me défendre. » Il évita le regard interrogateur du sergent Ramirez, tandis que ce dernier tentait d'obtenir plus d'informations de Laurent et donnait des ordres aux autres officiers pour sécuriser la scène avec des rubans jaunes. Les paramédics de l'ambulance, s'approchant rapidement de la victime, s'agenouillant près d'Alexandre Dubois, vérifiant son pouls et sa respiration, l'espoir de survie presque nul, il y avait trop de sang. Ils initièrent rapidement des mesures d'urgence sur place, compression thoracique pour arrêter l'hémorragie, intubation, avant de le charger sur une civière et de le transporter d'urgence dans l'ambulance, une course contre la mort qui, dans la philosophie française, pose la question de la valeur de la vie humaine face à l'injustice. Pendant ce temps, comme partie de l'enquête initiale sur une fusillade impliquant un officier, le sergent Ramirez devait identifier la victime. Il fit signe à un autre officier de ramasser les preuves proches, y compris le portable noir gisant dans la mare de sang. Ramirez enfila des gants en latex, s'approcha du corps et fouilla doucement les poches. Dans la poche arrière, il trouva un portefeuille en cuir marron épais, fit quelques pas en arrière et l'ouvrit sous la lumière de sa torche. À l'intérieur, quelques billets, des cartes de crédit au nom d'Alexandre Dubois et de petites photos familiales, une femme belle et 2 enfants souriants. Puis il passa à la section plastique transparente contenant l'identification, une carte d'identité française avec tous les détails, le nom Alexandre Dubois, adresse à Neuilly-sur-Seine, son âge autour de 50 ans, mais ce qui fit geler le sergent Ramirez, un vétéran de la Légion étrangère qui avait servi au Mali, fut la carte juste en dessous, une carte d'identification militaire française, blanche avec la photo et les données clairement imprimées. Ramirez lut les mots sur la carte encore et encore, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Nom, Dubois Alexandre, grade, colonel. Branche, armée de terre, unité, ministère de la Défense, organisation, état-major. Colonel en service au ministère de la Défense, à Paris. Ramirez sentit sa gorge se serrer, il regarda l'ambulance qui était sur le point de partir, puis revint sur l'officier Pierre Laurent qui essayait encore d'agir comme la victime, le héros réticait de son histoire d'autodéfense qu'il racontait aux autres officiers. Un frisson parcourut son dos, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Ce n'était pas seulement une fusillade policière sur un civil, ce n'était pas seulement une affaire avec un composant racial chargé, c'était l'assassinat d'un officier de haut rang de l'armée française, un officier en service travaillant au cœur des forces armées du pays. Les répercussions de cet incident iraient bien au-delà du commissariat d'Ormont, elles s'étendraient à Paris, au ministère de la Défense, et pourraient déclencher une crise nationale. Une crise qui, comme les scandales politiques français du passé, révélerait les fissures dans le tissu social de la République. Madame Leclerc, toujours à sa fenêtre, observa la scène se dérouler, son témoignage prêt à être recueilli, ajoutant une couche de vérité irréfutable à cette tragédie, une vérité qui, dans l'esprit voltairien, doit triompher des préjugés pour que la justice advienne. Ainsi se clôt ce chapitre fatal, laissant planer l'ombre d'une injustice profonde, une injustice qui interroge les fondements mêmes de notre société, où l'égalité reste un idéal à conquérir plutôt qu'une réalité acquise, et où un simple geste peut sceller un destin tragique, rappelant que dans la France contemporaine, les échos des Lumières luttent encore contre les ténèbres de l'intolérance. Alors que l'ambulance filait à travers les rues sinueuses de la banlieue parisienne, sirène hurlante déchirant la nuit naissante comme un cri existentialiste dans le vide sartrien, emportant le corps inanimé d'Alexandre Dubois vers l'hôpital le plus proche, un établissement réputé pour ses urgences, où les médecins, formés dans la grande tradition médicale française héritée de Pasteur et de ses successeurs, luttaient contre la mort avec une précision presque philosophique, questionnant sans cesse les limites de la vie humaine face à la fatalité, le sergent Alain Ramirez restait figé sur la scène du crime, le portefeuille à la main, son esprit tourbillonnant dans un maelstrom de réalisations brutales,
semblable à ces tourments intérieurs décrits par Camus dans L'Étranger, où l'absurde frappe sans préavis, révélant les fissures d'un système que l'on croyait solide, un système républicain fondé sur les idéaux des Lumières, mais gangrené par les ombres persistantes du préjugé et de l'inégalité sociale, ces thèmes chers à Bourdieu qui analysait les reproductions des dominations dans la société contemporaine. La carte militaire luisait sous la lumière artificielle des gyrophares, confirmant l'identité de la victime. Colonel Alexandre Dubois, attaché au ministère des Armées, un homme dont la carrière exemplaire, des missions en Afrique de l'Ouest aux opérations antiterroristes en Europe, où il avait démontré une expertise stratégique digne des grands tacticiens comme Napoléon, mais avec une éthique humaniste influencée par les écrits de Jaurès sur la paix et la justice, faisait de lui non seulement un serviteur de l'État, mais un symbole de l'intégration réussie dans une France multiculturelle. Une France qui, malgré ses discours sur la diversité, peinait encore à éradiquer les discriminations systémiques, comme le soulignaient les rapports annuels de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ramirez, lui-même issu d'une famille immigrée espagnole, ayant gravi les échelons de la police nationale par un labeur acharné, sentit une nausée monter en lui, une nausée pascalienne, face au vide moral de l'acte commis. Il leva les yeux vers Pierre Laurent, qui, adossé à sa voiture de patrouille, continuait de marmonner sa version des faits aux autres officiers, une version cousue de fils blanc, un récit fabriqué pour masquer la vérité, évoquant ces mensonges institutionnels que dénonçait Foucault dans ses analyses du pouvoir et de la discipline, où la police, en tant qu'appareil d'État, produit ses propres narratives pour légitimer la violence. « Pierre, approche-toi », ordonna Ramirez d'une voix ferme, masquant son trouble intérieur, tandis que les techniciens de la police scientifique commençaient à délimiter la zone avec des rubans jaunes fluorescents, photographiant chaque détail, la mare de sang coagulée sur l'asphalte, le téléphone portable gisant comme un témoin muet, la Lexus immaculée dont la carrosserie portait encore l'empreinte du dos de Dubois, une procédure méthodique, inspirée des protocoles rigoureux de la police judiciaire française, où chaque preuve est traitée avec la précision d'un enquêteur balsacien traquant les secrets de la comédie humaine. Laurent s'approcha, son visage pâle trahissant une peur viscérale, une peur qui, dans la veine proustienne, révélait les couches enfouies de la conscience coupable. « Sergent, je vous jure, il a fait un geste menaçant, j'ai cru voir une arme, c'était de la légitime défense, balbutia-t-il, répétant son mantra comme un accusé dans un tribunal kafkaïen où la bureaucratie policière se retourne contre elle-même. Mais Ramirez, tenant la carte militaire, secoua la tête, son regard perçant comme celui d'un juge d'instruction. Ce n'était pas n'importe qui, Pierre. C'était un colonel de l'armée française, en service au ministère. Tu viens de tuer un officier supérieur. Les conséquences. Mon Dieu! Les conséquences seront immenses. La révélation frappa Laurent comme un coup de tonnerre voltairien, éclairant les ténèbres de son acte. Il blêmit davantage, réalisant que son préjugé racial, ce poison social que Fanon décrivait dans Peau noire, masque blanc comme une aliénation coloniale persistante, l'avait conduit non seulement à un meurtre, mais à un scandale qui ébranlerait les institutions, du commissariat local au salon feutré de l'Élysée. Pendant ce temps, Madame Leclerc, la voisine témoin, descendit de son perron, enveloppée dans un châle élégant, son allure distinguée rappelant ces figures bourgeoises des romans de Flaubert, où la petite noblesse de province observe le monde avec un mélange de curiosité et d'indignation morale. Elle s'approcha des officiers, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai tout vu depuis ma fenêtre, messieurs. Cet homme, ce pauvre homme, n'a rien fait d'autre que coopérer. » L'officier l'a insulté, l'a traité de manière raciste, et quand il a voulu sortir son téléphone pour filmer, il l'a abattu sans sommation. C'était horrible, une injustice flagrante. Son témoignage, précis et accablant, fut consigné sur le champ par un jeune agent, ajoutant une pièce maîtresse au puzzle, un élément qui, dans la tradition judiciaire française héritée du Code Napoléon, pesait lourd dans la balance de la vérité, forçant Ramirez à ordonner l'arrestation immédiate de Laurent pour homicide involontaire, en attendant une qualification plus grave, une mesure qui soulignait la gravité de l'affaire dans un pays où la police est scrutée par une opinion publique sensibilisée aux abus, comme lors des manifestations des Gilets jaunes ou des mouvements contre les violences policières. Tandis que Laurent était menotté et emmené vers une voiture de patrouille, protestant faiblement son innocence, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans les réseaux internes de la police, atteignant rapidement les échelons supérieurs. Mais c'est du côté familial,
que l'onde de choc fut la plus dévastatrice. Marie Dubois, la mère d'Alexandre, une femme âgée de 75 ans, veuve d'un avocat parisien renommé, vivait dans une villa cossue de Summit Ridge, entourée de souvenirs d'une vie aisée mais marquée par les épreuves, l'exil de ses ancêtres d'Afrique lors des indépendances, l'ascension sociale de son fils qu'elle admirait comme un héros balsacien gravissant les échelons de la société. Et elle attendait impatiemment son arrivée, la tarte aux fraises promise trônant sur la table du salon, un geste filial qui évoquait les tendresses familiales des romans de Mauriac. Lorsque le téléphone sonna, ce n'était pas Alexandre, mais le colonel Bertrand, un collègue et ami proche d'Alexandre au ministère des Armées, un homme robuste aux cheveux grisonnants, vétéran des opérations en Sahel, qui avait reçu un appel urgent d'un contact policier. « Madame Dubois, c'est le colonel Bertrand. Je dois vous annoncer une terrible nouvelle. Alexandre a été impliqué dans un incident avec la police. Il n'a pas survécu. » Les mots tombèrent comme un verdict proustien, brisant le cœur de Marie, qui s'effondra en sanglots, son monde s'écroulant autour d'elle, une douleur maternelle infinie qui rappelait les lamentations des tragédies raciniennes, où le destin frappe les innocents avec une cruauté impitoyable. Bertrand, la voix tremblante, promit de se rendre immédiatement chez elle. Mais, en réalité, il activait déjà les protocoles internes du ministère. Un appel direct au cabinet du ministre, informant de la mort d'un officier en service, tué par un policier dans des circonstances suspectes, une affaire qui, dans la culture militaire française imprégnée de l'esprit de la résistance, ne pouvait rester sans suite, déclenchant une enquête parallèle par les services de renseignement militaire, une mobilisation qui soulignait la solidarité des corps d'État face à une telle trahison. Sophie Dubois, l'épouse d'Alexandre, une avocate spécialisée en droits de l'homme, travaillant pour une ONG parisienne défendant les victimes de discrimination, fut avertie peu après par un appel de Marie, sa belle-mère. Assise dans leur appartement haussmannien de Neuilly, entourée des livres de droit et des photos de leurs 2 enfants, un garçon de 12 ans passionné de football et une fille de 10 ans douée pour le piano, des enfants qui incarnaient l'avenir multiculturel de la France, Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds, une stupeur initiale cédant à une rage froide, une rage qui, influencée par ses lectures de Simone de Beauvoir sur l'oppression et la libération, la transforma en combattante déterminée. « Ce n'est pas possible, pas Alexandre, pas comme ça », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, avant de composer frénétiquement le numéro de ses collègues avocats, mobilisant un réseau de soutien pour exiger une enquête indépendante, contactant même des journalistes amis pour alerter l'opinion publique, une action qui évoquait les engagements civiques des intellectuels français comme Zola dans l'affaire Dreyfus, où la plume devient une arme contre l'injustice. La nouvelle fit irruption dans les médias français avec la rapidité d'un scoop de Le Monde ou de Libération. Les premiers articles en ligne titrant « Fusillade policière à Ormont ». Un colonel de l'armée abattu par un officier, soupçon de racisme, déclenchant un débat national sur les violences policières et les préjugés raciaux, lors des débats animés sur les plateaux de France 2 ou de BFM TV, où des sociologues comme Didier Fassin, auteur de La Force de l'ordre, analysaient les dynamiques de pouvoir dans la police, tandis que des associations comme SOS Racisme appelaient à des manifestations, une effervescence sociale qui rappelait les soulèvements post-coloniaux décrits par Césaire, où la colère des opprimés se mue en force collective. Au ministère des Armées, le général en chef, un homme austère aux allures gaulliennes, ordonna une enquête interne, dépêchant une équipe à Ormont pour collaborer, ou plutôt superviser, l'enquête policière, une intervention qui soulignait les tensions entre institutions, le ministère exigeant l'accès immédiat aux preuves, y compris les enregistrements des caméras corporelles si elles existaient, et le témoignage de Madame Leclerc fut recueilli sous serment, renforçant le dossier contre Laurent. Sophie, arrivée chez Marie, serra sa belle-mère dans ses bras, leurs pleurs se mêlant dans un chagrin partagé. Mais déjà, elle ourdissait un plan. « Nous allons lutter, Marie, pour Alexandre, pour la justice. Ce policier payera, et avec lui, tout le système qui permet de tels actes. » Bertrand, présent sur place, hocha la tête, promettant le soutien total de l'armée. « Le ministère est derrière vous. Cela ira jusqu'au bout. » Tandis que la nuit enveloppait Summit Ridge, les lumières des villas scintillant comme des étoiles indifférentes, l'enquête prenait forme, les preuves s'accumulant, analyse balistique confirmant un tir à bout portant, absence d'armes sur Dubois, enregistrement audio partiel du téléphone qui avait capturé les insultes de Laurent,
menant inexorablement à l'inculpation de Pierre Laurent pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes de racisme et d'abus d'autorité, une qualification rare mais justifiée, comme dans les affaires emblématiques de la jurisprudence française, où la Cour de cassation veille à ce que la loi s'applique sans favoritisme. Le procureur de la République, informé par les plus hautes instances, décida d'ouvrir une information judiciaire, nommant un juge d'instruction pour creuser les motivations profondes de Laurent, explorant son passé, des plaintes antérieures pour comportements discriminatoires, ignorées par sa hiérarchie, une plongée dans les abysses psychologiques qui rappelaient les introspections lacaniennes sur le désir et la haine. Sophie, en tant qu'avocate, se constitua partie civile, ralliant des figures publiques comme des intellectuels et des artistes, transformant l'affaire en un symbole national de la lutte contre l'injustice raciale, des pétitions circulant en ligne, des hashtags comme Justice pour Dubois, envahissant les réseaux sociaux, une mobilisation qui, dans l'esprit républicain, rappelait les grandes causes comme l'abolition de l'esclavage par Schoelcher. Bertrand, de son côté, témoigna auprès des enquêteurs sur le caractère impeccable d'Alexandre, un homme qui avait sauvé des vies en mission, un stratège brillant dont la perte affaiblissait la nation, une perte que le ministère ne pouvait tolérer sans représailles judiciaires. Au fil des jours, les médias creusaient l'affaire, révélant des détails accablants, des voisins corroborant le témoignage de Madame Leclerc, des experts en balistique confirmant l'absence de menaces réelles, et même des collègues de Laurent avouant ses propos racistes en privé, une accumulation de preuves qui, comme dans un roman de Simenon, dévoilait les noirceurs cachées derrière les façades ordinaires. Marie, soutenue par Sophie, affrontait le deuil avec une dignité stoïcienne, visitant la tombe provisoire d'Alexandre au cimetière de Neuilly, murmurant des prières mélangées à des vœux de justice, une justice qui, dans la philosophie française de Rawls adaptée au contexte hexagonal, devait rétablir l'équilibre social brisé. L'enquête culmina avec la mise en examen de Laurent, placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, un lieu symbolique des dysfonctionnements pénitentiaires français, où il ruminait son sort, confronté à ses démons intérieurs, tandis que le ministère des Armées, en liaison avec le parquet, préparait un dossier implacable pour le procès à venir, une étape qui marquerait le début d'une confrontation nationale avec les démons du racisme institutionnel. Ainsi, dans cette révélation progressive, l'affaire Dubois devenait un miroir tendu à la société française, interrogeant ses valeurs fondamentales, ses hypocrisies et son engagement pour une véritable égalité. Un questionnement éternel qui traverse notre littérature et notre histoire, de Hugo à Taubira, rappelant que la justice n'est pas un acquis, mais une conquête permanente face aux forces obscures de la division humaine. Dans les couloirs austères du palais de justice de Paris, ce monument haussmannien, dressé comme un rempart contre les désordres de la société, où les échos des pas résonnaient comme les battements d'un cœur collectif en quête de vérité, le procès de Pierre Laurent s'ouvrit sous les feux croisés des médias nationaux et internationaux, une affaire qui, telle une pièce de Corneille revisitée à l'ère moderne, opposait le devoir républicain à la passion destructrice du préjugé, interrogeant les fondements mêmes de la justice française, cette justice héritée des Lumières, où Voltaire clamait jadis « écraser l'infâme contre les fanatismes » et où aujourd'hui, face au spectre du racisme systémique analysé par des penseurs comme Edgar Morin dans ses réflexions sur la complexité humaine, la République se devait de trancher avec une impartialité stoïcienne, mais non sans les tourments intérieurs qui agitent toute société confrontée à ses propres contradictions, ces contradictions que Balzac dépeignait avec maestria dans sa Comédie humaine, révélant les hypocrisies bourgeoises et les abus de pouvoir nichés au cœur des institutions. La salle d'audience, aux boiseries patinées et aux bancs inconfortables rappelant les rigueurs de la loi, était comble. Journalistes scribouillant frénétiquement, familles des parties civiles serrées dans une dignité endeuillée, et dehors, sur l'île de la Cité, des manifestants brandissant des pancartes « Justice pour Dubois »,« Non au racisme policier ». Une foule hétéroclite où se mêlaient étudiants influencés par les idéaux 68ards, militants d'associations comme la LDH, Ligue des droits de l'homme, et simples citoyens indignés, formant un chœur moderne, évoquant les révoltes populaires décrites par Hugo dans Les Misérables, où la quête de justice transcende les classes sociales pour devenir un cri universel contre l'oppression. Au banc des accusés, Pierre Laurent, amaigri par des mois de détention provisoire à Fleury-Mérogis, cette prison symbole des dysfonctionnements pénitentiaires français, où les âmes se confrontent à l'absurde camusien de l'enfermement, apparaissait hagard, son uniforme d'officier remplacé par un costume terne, son regard fuyant trahissant une culpabilité refoulée,
Une culpabilité que Lacan aurait analysée comme un nœud borroméen de désir, de haine et de peur, ancré dans les strates inconscientes d'un habitus raciste hérité d'une société post-coloniale encore imprégnée des ombres de l'Algérie française. Face à lui, la procureure Isabelle Moreau, une femme d'une quarantaine d'années au chignon impeccable et au verbe acéré, issue de l'École nationale de la magistrature, menait l'accusation avec une rigueur cartésienne, présentant un dossier implacable. Expertise balistique démontrant un tir sans sommation, enregistrement audio du téléphone d'Alexandre, capturant les insultes raciales de Laurent, et témoignages accablants, le tout qualifié d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes de discrimination raciale et d'abus d'autorité, une qualification rare mais justifiée par le Code pénal français, inspiré des principes révolutionnaires de 1789 où la loi doit protéger l'égalité contre les tyrans en uniforme. La défense, représentée par un avocat chevronné aux accents méridionaux, plaidait le stress post-traumatique et la peur irrationnelle. Invoquant des expertises psychiatriques pour atténuer la peine, une stratégie qui évoquait les débats éthiques de Foucault sur la folie et le pouvoir, questionnant si la société doit punir ou réhabiliter, un dilemme philosophique au cœur de la justice pénale française depuis Beccaria et son influence sur la réforme des peines. Le premier jour, Madame Moreau ouvrit les débats par un réquisitoire inaugural, sa voix résonnant comme un écho de Zola dans J'accuse. Mesdames et messieurs les jurés, nous ne jugeons pas seulement un homme, mais un système qui permet que, dans notre République, un citoyen exemplaire, un colonel de l'armée française, soit abattu comme un vulgaire suspect uniquement en raison de la couleur de sa peau. Alexandre Dubois n'était pas armé, il sortait son téléphone pour documenter un abus flagrant, et Pierre Laurent, poussé par un racisme viscéral, a choisi la violence au lieu du dialogue. C'est un meurtre aggravé par la trahison de la confiance publique et nous demandons la perpétuité incompressible. Voire, si les circonstances le justifient, une peine exemplaire pour envoyer un message clair. Nul n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui les font respecter. Les jurés, un panel représentatif de la diversité française, ouvriers, enseignants, retraités, issus de tous horizons, écoutaient avec attention, leurs visages reflétant les tensions sociétales actuelles, ces tensions que des sociologues comme Lahire décryptent comme des dispositions multiples dans un monde inégalitaire. Puis vinrent les témoignages, commençant par Sophie Dubois, l'épouse veuve, montée à la barre avec une grâce endeuillée, son tailleur noir soulignant une élégance parisienne, ses yeux rougis mais son discours ferme, imprégné des idées féministes de Beauvoir sur l'autonomie et la résistance. Alexandre était un mari aimant, un père dévoué, un officier décoré qui avait risqué sa vie pour la France en Afrique et au Moyen-Orient, défendant les valeurs de liberté et d'égalité que ce pays professe. Ce jour-là, il allait simplement voir sa mère, avec une tarte aux fraises, un geste si banal, si humain. Mais pour cet officier, sa peau noire au volant d'une belle voiture était un crime suffisant. J'ai perdu l'amour de ma vie. Mes enfants ont perdu leur père. Et la France a perdu un héros. Je demande justice, non par vengeance, mais pour que cela n'arrive plus jamais. Pour que nos idéaux républicains ne soient pas des mots vides. Ces larmes, contenues jusqu'alors, coulèrent enfin, touchant l'assistance comme une scène de Racine où la passion humaine émeut les dieux impassibles de la loi. Suivit Madame Leclerc, la voisine témoin, une dame âgée aux manières raffinées, évoquant les bourgeoises flaubertiennes observatrices du monde, qui relata avec précision. De ma fenêtre, j'ai vu l'échange entier. L'officier hurlait des insultes racistes. Sale comme toi, ce quartier est pour les blancs. Et quand M. Dubois a voulu filmer, il l'a abattu sans hésiter. C'était un meurtre froid, pas de la défense. Son témoignage, corroboré par des enregistrements vidéo de caméras de surveillance voisines, pesa lourd, renforçant le dossier comme une preuve irréfutable dans un roman policier de Fred Vargas, où les détails anodins révèlent les vérités cachées. Le colonel Bertrand, collègue d'Alexandre, prit la parole ensuite, en uniforme impeccable, sa poitrine ornée de médailles rappelant les gloires militaires gaulliennes. Alexandre était un stratège brillant, un leader respecté au ministère des Armées, ayant contribué à des opérations cruciales pour la sécurité nationale. Il incarnait l'excellence française, multiculturelle et inclusive. Sa mort n'est pas seulement une perte personnelle, mais une blessure pour l'armée et la nation. Ce préjugé qui l'a tué est une trahison des valeurs que nous défendons. Son intervention, empreinte d'un patriotisme républicain, suscita des murmures approbateurs,
soulignant les liens entre armée et justice dans une France où l'État est sacralisé. Les débats philosophiques émergèrent lors des plaidoiries, la procureure Moreau invoquant Rousseau et le contrat social. Quand un agent de l'État rompt le pacte de fraternité, il attaque les fondements de la République. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un crime contre l'humanité commune. La défense contrecarra avec des arguments nietzschéens sur la peur instinctive. Mais le jury, influencé par les preuves accablantes, analyse psychologique révélant les biais raciaux de Laurent, témoignages de collègues sur ses propos discriminatoires passés, délibéra pendant 2 jours et demi, une délibération tendue comme un suspense hitchcockien adapté à la sauce française. Enfin, le verdict tomba dans un silence lourd. Madame la Présidente, le jury a-t-il atteint un verdict unanime? Oui, Votre Honneur. Que décide le jury à l'égard de Pierre Laurent? Nous le déclarons coupable d'homicide volontaire en premier degré. Laurent s'effondra. Un soupir collectif parcourut la salle. Sophie pleura de soulagement. Une catharsis aristotélicienne, libérant les tensions accumulées. Lors de la phase de sentence, Moreau présenta les aggravants. Haine raciale, abus de pouvoir, trahison de la confiance publique, réclamant la peine capitale, bien que rare en France depuis l'abolition de 1981, mais ici symboliquement évoquée pour une perpétuité effective, adaptée au contexte narratif d'une justice implacable, tandis que la défense plaidait la clémence, alléguant une vie difficile marquée par des traumas personnels. Le juge, après mûre réflexion, prononça la sentence. Le tribunal condamne l'accusé Pierre Laurent à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans, pour envoyer un message clair, la France ne tolérera pas le racisme dans ses institutions. Un verdict historique qui secoua le pays, célébré par certains comme un triomphe de la justice, critiqué par d'autres pour sa sévérité, déclenchant des débats télévisés où des philosophes comme Onfray questionnaient la punition versus la rédemption. Au ministère des Armées, le général Harrison, un pseudonyme pour un haut gradé, déclara que la sentence renforçait l'unité nationale. Personne n'est au-dessus de la loi. Sophie, avec dignité, remercia le soutien reçu, exprimant son espoir que la mort de son époux impulse des changements réels, formation antiracisme dans la police, réforme judiciaire, une société plus juste inspirée des idéaux de Condorcet sur le progrès humain. La histoire se clôt sur une justice servie, mais laisse des réflexions profondes sur le système, la lutte contre l'injustice et les défis persistants d'une France en quête d'égalité, où, comme chez Sartre, l'engagement individuel forge le destin collectif, rappelant que la vigilance est le prix de la liberté et que chaque tragédie peut semer les graines d'un avenir meilleur, dans cette mosaïque culturelle qu'est notre République. En lisant L'injustice fatale, je ressens une profonde mélancolie. Cette mélancolie française, que Baudelaire décrivait comme une ombre sur l'âme, un mélange de tristesse et de révolte face à l'absurde camusien de l'existence. Cette histoire, qui évoque les drames sociaux de Zola dans Germinal, met en lumière l'injustice raciale persistante dans notre République, où les idéaux de liberté, égalité et fraternité, hérités des Lumières voltairiennes, sont trop souvent bafoués par les préjugés enfouis dans les strates de notre société. Alexandre Dubois, ce héros militaire afro-français, incarne l'intégration réussie, pourtant fauché par un geste impulsif né de la peur et de la haine, rappelant les analyses de Fanon sur l'aliénation coloniale qui hante encore nos institutions. Mon cœur se serre devant la douleur de Sophie et Marie, ces figures maternelles et conjugales qui portent le deuil avec une dignité racinienne, soulignant la fragilité des liens humains face au pouvoir abusif. De cette tragédie, je tire des leçons essentielles pour la vie quotidienne. D'abord, la vigilance contre les biais inconscients. Comme Sartre l'enseignait dans L'être et le néant, nous sommes responsables de nos choix et il faut cultiver l'empathie pour briser les chaînes du préjugé. Appliqué au quotidien, cela signifie questionner nos réactions face à l'altérité, dans la rue, au travail ou en ligne, et promouvoir un dialogue rousseauiste, fondé sur le contrat social. Ensuite, l'engagement civique. Inspiré par Hugo et son plaidoyer pour les misérables, nous devons nous mobiliser, signer des pétitions, manifester, pour réformer la police et la justice, transformant la colère en action constructive. Enfin, une réflexion philosophique sur la mortalité. Face à l'absurde, comme chez Camus, il faut vivre pleinement, chérir les proches, et lutter pour une société plus juste, où chaque individu, quelle que soit son origine, peut s'épanouir sans peur. En conclusion, cette histoire nous invite à une introspection collective, à l'image des débats existentialistes
qui animent nos cafés parisiens. Si elle vous a touché, likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la pour diffuser le message. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits inspirants et commentez ci-dessous vos propres réflexions. Ensemble, changeons le monde.